et bienvenue à cette dernière conférence parentalité de la saison. Donc, cette soirée elle est consacrée à l'adolescence, les transformations de nos enfants qui deviennent adolescents. Donc, quelle est la place des parents dans cette période de changement pour nos enfants? Quel est notre rôle? Comment la définir? C'est le thème qui va être abordé ce soir. Donc, pour en parler, nous accueillons deux psychologues de l'association nantaise Epsilon. Alors, ce soir, nous sommes en partenariat avec Agathe et Charlotte d'Idem Interprétation pour traduire en langue des signes ce qui va être dit par nos intervenantes. Il y a aussi la librairie Lambartiadaire. Je laisse la parole à Sophie Pichery et Lauriane Pérez d'Epsilon. Bonne soirée à tous. Alors, bonsoir à tous. Donc, je suis effectivement Lauriane Pérez de l'association Epsilon. Je vais vous présenter très rapidement l'association. Epsilon est un regroupement en fait, de psychologues et professionnels de l'accompagnement, plus largement, donc des sophrologues, des art-thérapeutes, des somatothérapeutes, musicothérapeutes, etc. L'idée de l'association, l'objet de l'association, c'est de valoriser en fait le groupe comme source d'enrichissement psychique. Donc, on va avoir différents types d'actions, des groupes thérapeutiques, mais aussi on va dire, en direction des professionnels. On va proposer des formations, des analyses de pratiques professionnelles, des accompagnements d'équipe, différentes actions en lien, en direction des professionnels. Et puis, on met aussi à profit les compétences des professionnels de l'association pour proposer différents événements tout au long de l'année et puis répondre aussi à des demandes comme celle de ce soir. Je suis donc la coordinatrice de l'association Epsilon et je suis par ailleurs psychologue clinicienne, donc art libéral, où du coup j'accompagne différents publics, des enfants, des adolescents, des adultes, mais également des couples et donc des parents sur Nantes et puis aussi en milieu plus rural. Bonsoir à tous, donc, je suis Sophie Pichery, je suis psychologue depuis un peu plus de 20 ans maintenant, auprès d'adolescents plus spécifiquement. Je travaille en CFA. Je suis intervenue à la maison d'apprentissage de Saint-Nazaire et j'interviens toujours sur Nantes, temps partiel maintenant, très réduit. Depuis pendant plus de 10 ans, j'ai aussi été chargée de cours à l'université de Nantes et avec vraiment des projets de recherche plutôt dirigés avec le public adolescent. Et puis depuis 3 ans, je suis aussi en libéral maintenant pour accueillir à la fois des adolescents, mais aussi des parents. Je fais de la guidance parentale, que ce soit pour les enfants ou les adolescents, et puis également des adultes et aussi des consultations conjugales. On va commencer du coup ce temps. L'idée effectivement, c'est de pouvoir vous parler déjà dans un premier temps du fonctionnement psychologique spécifique de l'adolescent. Alors évidemment, on va faire des généralités, c'est-à-dire que chaque adolescent a quand même ses particularités évidemment. Mais l'idée en tout cas, c'est déjà qu'on ait une base commune pour réfléchir ensemble sur comment effectivement on va pouvoir être parent avec ces adolescents qui ont un fonctionnement, enfin en tout cas qui sont dans des changements très spécifiques. Dans un deuxième temps, effectivement, Sophie va vous parler plus spécifiquement de comment on est parent, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit, quelque part, pour bien accompagner son adolescent. Et enfin, effectivement, après, on va avoir un vrai temps d'échange avec vous. On prendra vraiment vos questions après ce temps de présentation pour pouvoir être au plus près des questionnements qui vous ont fait venir ce soir. Alors, pour commencer, on va parler de ce que vit l'adolescent, encore une fois, de manière générale. Alors l'adolescence, c'est une période du développement de l'individu qui est marquée par de nombreux changements. C'est vraiment ce qui caractérise cette période de l'adolescence. Alors des changements sur le plan physiologique, donc sur le plan corporel, mais aussi beaucoup de changements sur le plan psychologique. Dans le cadre psychologique, c'est vraiment tout un remaniement, toute une restructuration du moi, donc on va dire de l'identité de l'individu et de son mode de rapport aussi au monde extérieur. Donc c'est vraiment un chamboulement très général de tout ce qui fait finalement l'individu et qui va partir quand même du corps et de ce chamboulement lié à la puberté qui va faire effectivement l'entrée
dans l'adolescence. Ce qui est quand même intéressant à avoir à l'esprit, l'adolescence, c'est même assez spécifique de notre monde moderne occidental. C'est-à-dire dans certains pays, cette période de l'adolescence, on ne parle pas d'adolescence parce que finalement on passe de l'enfant à l'âge adulte. Ça peut passer par justement des rites de passage qui vont marquer effectivement le fait que cet individu va devenir un adulte. Par contre, dans notre culture occidentale et moderne, c'est vraiment toute une phase, toute une période qui va prendre plusieurs années, qui va être propice, qui va permettre à l'individu de grandir. Donc justement, ce terme d'adolescence vient du mot adolescere qui signifie croître, pousser, grandir, se fortifier. Donc on est vraiment dans cette idée d'aller vers quelque chose d'autre et quelque chose qui va être aussi peut-être plus solide. Alors effectivement, devenir adulte, donc passer l'adolescence, c'est finalement devenir aussi responsable de soi-même. Et donc cette phase d'adolescence va permettre à l'individu d'être responsable de lui-même. C'est-à-dire qu'on n'est plus l'enfant du parent qui va assumer tout ce que l'enfant peut faire, toutes les erreurs aussi qu'il peut faire. Quand on devient adulte, on assume ses responsabilités, et même sur le plan légal. Du coup. Donc cette adolescence va permettre effectivement de se sentir suffisamment solide pour pouvoir assumer sa vie de manière générale et ses actes. Donc on voit bien effectivement avec ce terme-là qui a été choisi pour parler de l'adolescence que c'est une période de transformation, d'évolution. Cette période, elle est quand même très difficile à quantifier. C'est-à-dire que effectivement, l'entrée dans l'adolescence est quand même marquée par la puberté, par ces changements corporels qui vont apparaître, mais la fin de l'adolescence, là, c'est quand même plus compliqué à définir. C'est plus compliqué à définir et puis aussi, ça va dépendre de chaque individu et de sa trajectoire et du temps qu'il va avoir besoin, dont il va avoir besoin pour pouvoir devenir un adulte. La puberté qui va marquer l'entrée dans l'adolescence avec toutes ces modifications corporelles qui sont quand même très conséquentes. Pour certains jeunes, ça se passe très très vite. Pour d'autres, c'est plus lent. Quand les changements corporels apparaissent très rapidement, c'est très compliqué pour le jeune de se sentir à l'aise avec ce nouveau corps. Il faut vraiment qu'il se réapproprie ce nouveau corps. Mais au-delà de ces changements corporels, il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de changements sur le plan psychologique. Dans le rapport affectif, par exemple, notamment avec les parents. On y reviendra plus longuement après, mais effectivement, on voit bien qu'au moment de l'adolescence, la manière, par exemple, dont on va être en lien avec le parent, la manière dont on va aussi montrer son affection aux parents est différente. Il se passe des choses qui font qu'à ce moment-là, il faut remanier la manière dont on rentre en relation ou la manière dont on entretient le lien. Avec les autres aussi. On voit bien qu'à l'adolescence, le rapport aux autres jeunes est très particulier. Il va apparaître un type de lien aussi qui est différent de celui qu'on avait avec les copains, les copines quand on était enfant. Il y a aussi un changement sur le plan social, notamment par rapport à la question scolaire, je dirais. C'est-à-dire que le jeune, il va devoir commencer quand même à se projeter sur l'âge adulte avec notamment toute son orientation scolaire qui apparaît de plus en plus tôt, par ailleurs. Donc il commence à faire des choix par rapport à ce qu'il va pouvoir vivre dans l'âge adulte. Et puis, on attend de lui, sur le plan social, des choses différentes. Là aussi, quand on est un enfant, on n'assume pas forcément ses actes. C'est-à-dire quand vous êtes à l'école, un enfant qui fait une bêtise, on va le gronder, mais on va surtout faire référence aux parents. On va aller chercher le parent pour expliquer ce qui s'est passé. L'adolescent, on va quand même beaucoup plus rechercher le contact avec lui. Donc, on va attendre de lui qu'il comprenne ce qu'on attend de lui. Et ça va se faire en direct. Et puis, on y reviendra un peu plus tard, mais il y a aussi sur le mode de pensée, sur ce qui va se passer sur le plan cognitif, cérébral, il y a aussi des modifications dans la manière de penser quand on devient adolescent. Alors, plus précisément, les transformations biologiques, donc je le disais, effectivement, le corps est vraiment au centre quand même de ce qui va lancer
hein, ce processus de réappropriation du corps, mais aussi de son identité. Donc le corps va justement être le support à cette quête identitaire. On voit bien que le jeune, quand il rentre dans l'adolescence, souvent ça passe par quelque chose aussi de l'ordre de la maîtrise du corps, la manière dont il va s'habiller par exemple, la manière dont il va se maquiller, la manière dont il va se coiffer, etc. Tout ça, ça va prendre une tournure très différente que celle qu'elle avait pendant l'enfance. Et puis ce corps, ce qui est quand même très particulier aussi de l'adolescence, il devient sexué véritablement. C'est-à-dire que dans l'enfance, quelque part, l'enfant pouvait jouer sur une forme de bisexualité. C'est-à-dire que l'enfant, il pouvait très bien passer pour une fille, pour un garçon. En soi, on pouvait être l'un ou l'autre, hein. Ça ne se voit pas. Par contre, quand on devient adolescent, là, ça devient beaucoup plus difficile de cacher, on va dire, son sexe. Hein. Donc il y a aussi tous les attributs de la sexualité dite génitale. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une sexualité chez l'enfant, la recherche de plaisir, mais quand on devient adolescent, quand on rentre dans la puberté, là, on peut procréer. Physiquement, on peut procréer. Et ça vient amener quand même une donnée très différente par rapport à la sexualité. Et ça met notamment le jeune sur le même plan d'égalité que l'adulte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'est plus uniquement l'enfant d'eux, on peut devenir parent. Et ça se passe dès l'adolescence, en tout cas psychiquement. Sur le plan plus psychique, et notamment par rapport à tout cet éveil aussi pulsionnel de la sexualité, parce qu'il y a aussi tout un chamboulement hormonal à la puberté, la jeune doit se réapproprier tout ce qui correspond à l'image de soi, donc l'image de son corps, mais aussi de ce qu'il est dans la société, de ce qu'il est par rapport à ses parents, de ce qu'il veut devenir, etc. Et puis, il doit renoncer aussi au fait de dépendre de ses parents. Donc, il doit se réapproprier sa vie de manière plus générale et surtout, il doit trouver son identité. Il y a vraiment cette idée-là de quête identitaire à l'adolescence. Puis, il y a toute une mécanique aussi qui se met en place dans la question de la distance, dans le rapport aussi aux adultes. Les parents en particulier, mais aussi les adultes. Chaque adolescent a sa manière, mais il y a quelque chose qui se joue sur cette question de distance. Soit l'adolescent va chercher à rester collé encore un peu plus aux parents pour justement ne pas grandir trop vite, et d'autres adolescents qui au contraire vont mettre le parent très à distance. Donc effectivement, il y a quand même, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là de la distance. Donc avec cette idée de se réapproprier en tout cas sa vie et de chercher qui on est. Il y a cette question de personnalité d'ailleurs à l'adolescence. On parle souvent de ils utilisent souvent ce terme-là. Ce jeune, il a de la personnalité. Alors c'est un jeune qui va justement montrer ce qu'il veut être, ce à quoi il aspire. Et il y a d'autres jeunes qui ont plus de mal, qui sont plus perdus par rapport à cette question. Par rapport aux transformations cognitives qui sont très liées aux changements structurels et fonctionnels du cerveau, à ce moment-là, en fait, l'adolescent a accès à un mode de pensée, stade du raisonnement hypothético-déductif, c'est-à-dire que c'est un mode de pensée beaucoup plus abstrait auquel l'enfant n'avait pas forcément encore accès. Ce mode de pensée, en fait, n'était pas accessible pour l'enfant. Et donc, c'est quand on voit les adolescents qui sont dans ces questionnements de qui suis-je, qu'est-ce que je suis, et puis qu'est-ce que je vaux. C'est toutes ces questions un peu existentielles lui-même et dans cette phase d'expérimentation. Tout à l'heure, Lauriane vous disait qu'effectivement l'adolescence c'était une période de mouvement, et dans ce mouvement, il y a des... En fait, c'est pas une période linéaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des va-et-vient, et c'est vraiment cette phase d'expérimentation qui est à la fois déstabilisante pour l'adolescent et pour les parents ou les personnes qui sont autour d'eux, parce que eux-mêmes des fois pensent que telle ou telle chose est acquise et pas forcément en fait. On peut être bien avec son groupe d'amis, comme à un moment donné, on peut être moins bien. Donc ces groupes d'appartenance, on va voir dans les transformations
sociale où effectivement il va y avoir l'âge où il va y avoir plusieurs groupes de socialisation, où l'adolescent peut se sentir bien à un certain moment donné, puis peut-être par d'autres moments ne pas trouver sa place, ou trouver sa place dans certains groupes et pas dans tous les groupes. Il est dans cette quête identitaire où il essaye des choses, il expérimente des choses. Il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien. Les choses moins bien, c'est pas forcément grave, parce que ça veut dire aussi que justement ça participe à cette construction identitaire de qu'est-ce que je veux, de qui je suis ou qui j'ai envie de devenir. Après, en tant que parent, parce que là, ce soir, c'était aussi la question de la place des parents, c'est comment les accompagner dans tous ces questionnements et dans toutes ces transformations et bouleversements. Pour rebondir sur ce que dit Sophie, la question de la sphère sociale chez l'adolescent donc prend une tournure différente. Alors effectivement, je parlais de la distance tout à l'heure par rapport aux parents. Pour beaucoup d'adolescents, finalement, pour pouvoir avoir cette quête identitaire, ils ont besoin de la faire hors de la sphère familiale pour que ce soit la leur et que ce ne soit pas uniquement une reproduction ou une imitation, on va dire, de ce qu'est le parent. Alors ça peut être très différent ou pas forcément très différent, mais en tout cas, il a besoin, lui, que ce soit justement son propre choix, d'une certaine façon, pour que ça lui appartienne à lui, que ce soit son identité à lui. Donc pour pouvoir faire cette expérimentation, il doit quelque part sortir de la sphère familiale. Néanmoins, la sphère familiale, c'est quand même ce qui faisait support, c'est ce qui faisait sécurité. Hein, du coup, il faut bien qu'il trouve ailleurs cette sécurité. Hein. Donc, quelque part, le groupe d'amis, le groupe de pairs va pouvoir peut-être remplacer ou venir compléter, hein, faire le pendant en tout cas de ce qu'était auparavant la famille. Donc, ça va en tout cas être une recherche de support, le groupe d'amis, et puis il va y avoir aussi tout un mécanisme de recherche d'identification. On va aller soit vers des jeunes qui nous ressemblent, avec cet effet un peu miroir, rechercher un peu du même, soit au contraire aller vers quelque chose qui est très différent pour aller s'expérimenter, pour aller découvrir effectivement si ça nous parle, si ça ne nous parle pas, est-ce que je peux être comme ça, est-ce que je peux pas être comme ça. Et puis, sur le plan beaucoup plus intime, je dirais aussi l'adolescent, on voit bien qu'il y a aussi dans le mouvement toujours une recherche parfois d'être comme les autres. Il faut être comme les autres, il faut être aussi avoir ce sentiment d'appartenance et en même temps, il faut quand même avoir de la personnalité, il faut quand même être soi, il faut montrer qu'on est différent. Donc ça, c'est quand même un mouvement qui est très compliqué aussi pour le jeune. Un grand remue-ménage, effectivement, tout ça hein, sur beaucoup de plans, avec cette idée de rechercher son identité à lui, qui lui appartient à lui. Ça, c'est important que le parent, effectivement, puisse être un soutien de cette recherche-là. Donc, on parlait du mouvement, je vous parlais déjà dans la sphère sociale de cette question-là de mouvement entre la recherche d'être pareil que les autres, mais en même temps d'être différent. Finalement, ça représente assez bien le fonctionnement, en tout cas, de l'adolescence. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très mouvant, qui bouge parfois d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, le jeune peut aimer quelque chose, être persuadé que c'est ce qui lui parle le plus, ce qui est très important pour lui, c'est sa vérité. Et le lendemain, ça va être complètement l'inverse. Voilà. Du coup, pour le parent, c'est pas forcément évident de suivre hein, effectivement cet enfant en mouvement, parce que du coup, qui il est finalement, qu'est-ce qui lui correspond? Si on veut lui faire plaisir, qu'est-ce qu'on lui offre finalement? Parce que d'un jour sur l'autre, ça peut changer. Mais effectivement, c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que sur le plan psychologique, le jeune, effectivement, il expérimente. Donc à un moment donné, il a vraiment l'impression que c'est ça qui lui correspond. Et le lendemain, il a vraiment l'impression que c'est autre chose. Donc c'est pas pour vous faire valdinguer dans tous les sens, c'est que lui aussi, à l'intérieur de lui, ça bouge, c'est mouvant. L'adolescence, c'est aussi un moment qui est à la fois compliqué et riche parce que il y a beaucoup de choses de l'enfance aussi qui reviennent s'actualiser dans le moment présent. Il y a tout ce qui aura pu créer un petit peu conflit
en tout cas conflit interne chez l'enfant, qui va se réactualiser à l'adolescence et le jeune va essayer de trouver des solutions par lui-même à ce moment-là. Donc ça, c'est assez riche parce que du coup, des choses qui n'ont peut-être pas été réglées, qui ont peut-être créé un peu de trauma, vont pouvoir peut-être se réparer à ce moment-là. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis aussi sur la question de l'attachement, sur la question de la relation parentale, il y a aussi des choses qui vont venir se re-questionner au moment de l'adolescence. Un autre point, c'est la recherche des limites de l'adolescent. Je vous disais tout à l'heure que l'adolescent, il a besoin quand même de sécurité pour pouvoir être dans cette quête identitaire. Mais du coup, cette sécurité, il faut qu'il trouve les limites de cette sécurité. Donc, il va, par différentes choses, effectivement, par différents comportements, chercher dans quel cadre il peut se permettre d'évoluer. Donc ça va passer par beaucoup de choses qu'on pourra peut-être développer notamment avec vous, mais en tout cas, ça peut passer par quelque part des choses de l'ordre du passage à l'acte qui vont quelque part venir questionner aussi la limite. À quel moment on m'arrête? Alors ce processus de construction, il est à la fois sur le plan personnel, mais aussi social. Je reviens avec une petite question de qui suis-je, que suis-je, qu'est-ce que je veux. Qui suis-je, c'est l'image de soi pour soi. Lauriane précisait que au départ, l'entrée dans l'adolescence, c'est bien toute cette transformation du corps. C'est pas toujours facile de s'approprier ce nouveau corps. Ça arrive des fois que les adolescents ne se sentent pas forcément tout de suite bien. Il faut qu'ils approprient ce nouveau corps, cette nouvelle façon aussi de se montrer aux autres. Comment je vais appréhender le corps pour moi et puis aussi par rapport aux autres, et qu'est-ce que les autres me renvoient par rapport à cette évolution, par rapport à l'image que j'ai de moi et que les autres ont de moi et qu'ils me renvoient. Ça, c'est le qui suis-je. Le que suis-je, c'est la représentation de soi pour soi. Donc, comment je me représente, qu'est-ce que je suis, ce dont je suis fière, ce dont je suis moins fière, ou en tout cas moins à l'aise, expose aussi au regard des autres, de plus en plus. L'adolescence, c'est ça aussi, c'est que comme il y a cette distance avec les parents, mais qui est faite aussi par la société, c'est-à-dire que l'école primaire, le parent il accompagne son enfant à l'école, au collège, et il est plutôt invité à pas montrer, à part qu'on y est invité par 2-3 réunions dans l'année, mais sinon, il y a quand même un périmètre à ne pas franchir. Le lycée, j'en parle pas. Donc du coup, effectivement, l'adolescent, il a de plus en plus de lieux qu'il rencontre sans les parents, où il va s'exposer aussi au regard des autres. Et du coup, ça participe aussi au que suis-je. Vous savez, la question de est-ce que l'adolescent est influençable ou pas. Certains, alors on peut y mettre cette idée de l'influence, mais en tout cas, c'est surtout qu'il se nourrit aussi de ce qu'il voit, de ce qu'il rencontre. Et c'est important, en fait, ces rencontres-là. Donc cette distance et cette manière de se construire, à la fois sur le plan personnel et social, elle ne peut se faire que si la distance avec les parents, elle est marquée et elle est acceptée des deux côtés. La famille restera toujours, et les parents resteront toujours un lieu d'attachement important pour l'enfant. Mais pour que cet attachement puisse se faire sur d'autres sphères que la famille, il faut que le parent, comme l'adolescent, accepte ces étapes et que l'adolescent se sente aussi autorisé à se détacher. Il y a aussi cette question de qu'est-ce que je vaux. Ça, c'est la question de l'estime de soi. C'est l'évaluation que tous, on se fait, mais particulièrement l'adolescent, fait de sa propre valeur. C'est son degré de satisfaction de lui-même. Alors c'est ce qui crée des fois des décalages aussi avec autrui, parce que l'adolescent peut aussi donner de l'importance à tel ou tel domaine, et ce ne sont peut-être pas forcément les mêmes domaines sur lesquels les parents accordent de l'importance. D'accord ? C'est-à-dire que par exemple, peut-être que l'adolescent, ce qui est important, c'est l'estime de soi sociale, avec son groupe de pairs, avec ses amis. C'est ça qui est important. C'est peut-être moins l'estime de soi scolaire, par exemple. Souvent,
très focalisé par les parents. Juste titre, hein, mais voilà, vous voyez un petit peu effectivement, en fonction des domaines. Moi, à la faculté, j'ai participé à l'élaboration, à la construction d'un questionnaire et d'une échelle de mesure d'estime de soi qui est aujourd'hui validée et sur lequel on a pris ces différentes dimensions qui sont importantes à l'adolescence. Il y a l'estime de soi donc familiale, l'estime de soi sociale, plus avec les relations entre pairs, l'estime de soi apparence physique. Vous voyez bien que ça reprend tout ce qu'on vient de vous dire. L'estime de soi scolaire ou professionnelle, en tout cas le rapport aux apprentissages et aussi à la construction du projet professionnel, d'une estime de soi générale. Et ce qui est important dans cette idée d'estime de soi, c'est aussi l'importance que l'adolescent va donner à ces différentes sphères. Si, par exemple, vous avez un adolescent qui ne réussit pas trop, par exemple, dans le sport, mais que pour lui, c'est pas important, le sport, dans sa vie, ben, ça va pas forcément avoir des conséquences négatives sur son estime de soi. Par contre, si on a un adolescent pour lequel c'est important, voilà, il a envie de réussir dans le sport, ou il a un sport dans lequel particulièrement il aime avoir des performances ou réussir, ben, le jour où effectivement il ne réussit pas, ça peut avoir des conséquences. Alors, ce qui est fréquent chez les adolescents, notamment parce que des fois il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des arrêts par rapport au sport, et on voit que ces moments-là peuvent être des moments de fragilité, par exemple, pour les adolescents. Hein. Quand ils ont 6 mois d'arrêt, alors ça arrive, hein, parce qu'ils sont en une période de croissance, on l'a dit, et des fois, bon, pour mieux repartir, il faut aussi accepter ces phases de repos du corps, et puis voilà, pour que ça redémarre mieux. Ben, certains ne vivent pas très bien. Hein. Un médecin généraliste me disait récemment qu'il avait eu un adolescent, quand il lui a dit, bah non, il va y avoir une dispense de sport, je te fais une dispense de sport au moins pour un mois, hein, mais certainement ça va être prolongé. L'adolescent s'est mis à pleurer. Ça me dit, c'est rare quand même. Hein. Des fois, il y en a qui me demandent une dispense de sport, alors j'ai pas trop une dispense de sport à faire, mais parce que voilà, c'était un adolescent pour lequel c'était quelque chose d'important, c'était des compétitions. Enfin, voilà, il y avait aussi un collectif, hein, le groupe, son groupe. Voilà, quand vous faites aussi un sport et que vous êtes engagé dans une équipe, enfin, il y a tout ça aussi. Des fois important pour eux et sur lequel on ne met pas forcément en tant que parents ou adultes autour de ces adolescents la même importance. Alors là, on vous a présenté donc un petit peu tout ce qui se passait au moment de l'adolescence. Alors la notion de crise à l'adolescence, on est souvent interrogé sur cette question de crise d'adolescence. Alors moi, la notion de crise d'adolescence, oui, si c'est dans le sens de remise en question. Sinon, j'aurais envie de dire attention à cette idée de crise, parce que moi, j'ai vu dans mes consultations, finalement, les parents très inquiets de quand est-ce que ça va arriver, la crise d'adolescence, parce qu'il y avait quelque chose qui allait nous tomber dessus. L'adolescent aussi, parce que du coup, il se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver là dans quelques temps, sachant que je vois maintenant quand même des questionnements, est-ce qu'à 9 ans, on n'est pas en crise d'adolescence? Bon, alors c'est quand même compliqué. Je sais qu'il y a effectivement aussi des enfants qui rentrent dans des pubertés très précoces, hein, ça arrive, mais c'est pas la globalité. Un petit repère, pour les filles, c'est plutôt autour de 11 ans, et puis les garçons, c'est plutôt autour de 13 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment au niveau collège que l'adolescence commence. Maintenant, des fois un peu en fin d'école primaire, mais globalement, c'est beaucoup au collège. Ça continue au niveau du lycée, mais ils sont déjà entrés depuis quelques temps. Donc imaginez que l'expérimentation, elle était déjà depuis quelques années. Donc c'est pas la même expérimentation qui se passe aussi au niveau du lycée. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est surtout qu'il ne se perçoit et n'est plus perçu de la même façon. On attend des choses de l'adolescent. Et lui, il n'a pas forcément, déjà, il ne ressent pas forcément ça. Hein. Et puis en plus, il n'a pas forcément envie, déjà, peut-être soit de grandir, soit de répondre à toutes ces attentes. Souvent, les adolescents, ils veulent bien grandir, mais alors, qu'est-ce que je gagne à grandir? C'est ça aussi. Ça, c'est effectivement important aussi à prendre en considération. Il y a aussi le fait que l'adolescent ressent un sentiment d'incompréhension vis-à-vis des autres, et principalement des adultes. Il ne se sent pas compris. Et pourquoi il ne se sent pas compris? Parce que lui-même, il ne se comprend pas. Il est dans ces questionnements-là. Il l'expérimente vraiment, c'est-à-dire qu'on voit bien
Moi, je pense des fois l'image qu'un adolescent, il marche un peu sur des œufs le matin en se levant. Il ne sait pas trop comment se passer la journée. Donc en plus, si on lui pose plein de questions là, dès le réveil, ça va être très compliqué pour lui de répondre parce que lui-même ne sait pas trop voilà, ce qui va se passer dans sa journée. L'adolescence, elle est aussi marquée par une période de mutation et qui s'accompagne beaucoup d'angoisse. Alors, tous les adolescents envahissent l'angoisse et l'anxiété généralisée, mais ils sont quand même angoissés parce qu'ils ne savent pas vers quoi ils vont. Il y a plein de chemins. Alors en plus, là, on est dans une période de la vie où, dans un moment, là, au XXIe siècle, il y a plein de choses. Il y a tellement d'offres qu'ils ne savent plus quoi prendre, quoi choisir. Et ils ont des emplois du temps ministres, des fois, parce qu'ils veulent tout faire. Et donc tout ça, c'est très angoissant, hein, parce que du coup, j'aurais pas le temps de tout faire. On parlait effectivement, il y a des choix. Ils sont très très vite confrontés à faire des choix, alors qu'ils ne savent même pas eux-mêmes qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont envie de devenir. Donc c'est très difficile ces questions. Donc plus l'angoisse est forte, et plus les mécanismes de défense vont être importants. Les mécanismes de défense, ils vont être différents en fonction des personnes. C'est très lié aussi à nos personnalités et à la personnalité des adolescents qu'on rencontre. Certains adolescents vont être plutôt dans des mécanismes de passivité, d'autres d'agitation, d'incivilité, de violence. Tout ceci fait que l'adolescence est une étape souvent pénible, difficile, voire même malheureuse. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que l'adolescence, ce n'est pas que ça. C'est aussi une période de renaissance, d'apprentissage d'une nouvelle vie. C'est plein de belles choses, l'adolescence. C'est l'âge de toutes les fragilités, mais aussi l'âge de tous les possibles. Et en cela, elle est vraiment porteuse de plein de belles choses aussi. Ils font plein de belles choses, ces adolescents. Entre eux, dans les groupes dans lesquels ils rentrent, et puis aussi au sein de la famille, parce que c'est aussi la période où ils viennent avec leur questionnement, avec, vous savez, des fois, je dis leur moment philosophique. Hein. Effectivement, ils se posent plein de questions existentielles. Là, on le voit beaucoup dans la société, tout ce qui est autour du développement durable. Moi, je trouve qu'ils ont des idées fantastiques. Et voilà, il ne faut pas oublier aussi que l'adolescence, c'est ça. Hein. Et nous, on s'appuie beaucoup aussi dans nos accompagnements par rapport aux adolescents aussi. Et effectivement, il y a tous ce penchant où effectivement ils ont des questions qui les rendent des fois très tristes, très malheureux, que les choses ne se passent pas forcément comme ils l'avaient imaginé. Mais on s'appuie aussi sur tout ce qu'ils arrivent aussi à faire et à ce qu'ils arrivent à maîtriser. Françoise Dolto prenait l'image du homard, le complexe du homard pour parler de l'adolescent. Je trouve que ça illustre bien ce que tu viens de dire, Sophie, avec le fait que le homard, effectivement, il est à nu à un moment donné, il est tout fragile, il enlève la carapace et pendant un certain temps, il est vulnérable. Cette vulnérabilité va lui permettre de construire une nouvelle carapace qui va être plus adaptée, plus ajustée à sa taille et qui va être plus solide aussi. Donc, je trouve qu'effectivement, ça illustre bien ce que tu disais. Voilà, c'est une période de fragilité, certes, de vulnérabilité, certes, mais c'est aussi effectivement une période qui permet de se solidifier. Maintenant, on va parler des besoins psychologiques des adolescents. Le premier besoin, c'est le besoin d'affiliation et d'attachement. Un besoin d'appartenance. Ils ont besoin, ces adolescents, de s'investir dans plusieurs sphères, mais pas au détriment de la sphère familiale. Parce que des fois, on imagine, c'est-à-dire qu'on les laisse, on se dit, ils vont aller dans les autres groupes. Mais le groupe familial peut coexister avec ces autres groupes. Par contre, effectivement, ils seront moins attachés à la famille, il faudra bien donner de la place aux autres groupes. Mais ils resteront dans cette sphère familiale, et ça, je crois que c'est vraiment important. Le parent reste celui qui pose le cadre, et un cadre sécurisant, hein, sur lequel on peut effectivement revenir au nid. Hein. Si à un moment donné, il y a eu des expérimentations douloureuses ou insatisfaisantes, ou en tout cas, voilà, qui ne se sont pas forcément passées de manière harmonieuse pour l'adolescent. Et du coup, dans ces groupes dans lesquels l'adolescent va avoir envie d'aller, il va falloir qu'il apporte des choses. C'est-à-dire qu'à la fois, il va prendre et il va se nourrir des règles et des
types de soutien et des ressources des groupes dans lesquels il entre, mais il va aussi apporter des choses dans ce groupe. Ça, c'est ça qui est important, c'est que le va-et-vient va se faire dans les deux. Et c'est comme ça qu'il y aura cette appartenance, vraiment. C'est pas juste « j'ai des amis ». Il y a un besoin de reconnaissance. Les groupes d'appartenance aident l'adolescent dans le processus de socialisation et d'individuation. En se demandant quelles sont les valeurs, les croyances de ces groupes d'appartenance, l'adolescent s'interroge sur ce qui le rend semblable ou différent des autres. Et souvent, on voit effectivement des groupes où au début de cette adolescence, ce n'est pas forcément des groupes dans lesquels l'adolescent va forcément rester très longtemps. Il va expérimenter là aussi, il va tester. Est-ce que c'est un groupe bienveillant pour moi? Est-ce que je m'y retrouve? Est-ce que je partage vraiment des choses, des valeurs avec ce groupe? Alors, l'idée, c'est que les parents, attention, n'allez pas trop vite, parce que laissez-le expérimenter. Si on arrive en disant ce groupe, il n'est pas, pour pas aller avec telle ou telle personne, au contraire, on va y aller. C'est un truc à aller voir là. Il ne plaît pas à un parent, donc au contraire, encore plus l'investir. Ça fait un peu. Alors le parent le prend comme une espèce de contradiction, mais non, c'est juste qu'il se dit, ben, c'est certainement qu'il y a quelque chose à aller voir, puisqu'il me dit que quelque part il y a un interdit. Hein. Qu'il y ait une interdiction, ça veut dire que quelque part il y a une limite à franchir, donc lui il va s'autoriser. Il va faire l'inverse de ce que vous allez lui conseiller. Le deuxième, donc là c'était le premier, le besoin d'affiliation et d'attachement. Le deuxième besoin, c'est le besoin d'autonomie. Être autonome, ce n'est pas être indépendant. On fait souvent la distinction, enfin, on fait la confusion des fois. Et il n'est pas autonome dans le sens de, il n'est pas indépendant. Mais on peut être autonome sans être indépendant. Et c'est notre grande difficulté pour dater la fin de l'adolescence, c'est aussi qu'elle passe aussi par cette indépendance, et notamment dans notre société, par cette indépendance financière aussi. Moi, je rencontre pas mal de jeunes adultes, puisque les études pour certains sont longues, où il y a encore cette indépendance financière et cet attachement qui peut des fois être compliqué. Donc, ils ne sont plus encore vraiment dans l'adolescence, mais il y a encore cette dépendance aux parents qui n'est pas toujours facile à gérer. Donc là, du coup, être autonome, c'est être capable de penser, de prendre des décisions, d'agir de son propre chef. Mais c'est aussi être capable de se séparer tout en gardant de bonnes relations. C'est ça, être autonome. Je me sépare, je m'éloigne, mais je peux revenir. Parce qu'ils ne sont pas indépendants, les adolescents pensent qu'ils ne sont pas autonomes et confondent souvent dépendance avec appartenance. Je voudrais aussi préciser que l'accès à l'autonomie, c'est aussi se sentir autorisé. Pour devenir autonome, il faut se sentir autorisé. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand on met trop de barrières, l'adolescent ne va pas se sentir autorisé et ne va pas, du coup, accéder à cette autonomie. Par contre, pour qu'il y ait autorisation, il faut qu'il y ait des interdictions. Il ne peut pas y avoir d'autorisation sans interdiction et pas d'interdiction sans autorisation. Ça veut dire aussi que pour devenir autonome, il faut une forme d'autorité. Et celui qui pose le cadre et qui a cette autorité, c'est le parent. D'où l'importance aussi, dans ce besoin d'autonomie, que le parent se positionne. Accéder à l'autonomie, c'est aussi accepter de se séparer tout en se nourrissant de ses appartenances premières. Donc, je l'ai dit un petit peu. Là, par rapport à ce schéma, je voulais montrer qu'il oscille. C'est-à-dire que l'adolescent, il a à la fois besoin de lien et d'autonomie. Sauf que le besoin de lien, et notamment dans la famille, il devient, ça devient un peu envahissant. Donc, du coup, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. Mais quand je vais voir ailleurs, attention, j'ai peur aussi de l'abandon. Et donc, cette sécurité intérieure, elle est trouvée par l'adolescent à partir du moment où il peut osciller entre les deux. Et le troisième besoin qu'ont les adolescents, c'est le besoin de sentiment de compétence. Bandura disait du sentiment de compétence, c'est l'opinion que les individus portent sur leur propre capacité à organiser et exécuter les actions requises pour atteindre un type de performance donné. Le sentiment de compétence, il est atteint quand il y a à la fois l'engagement cognitif, la motivation et l'effort de persévérance.
Donc, il faut avoir envie. L'engagement cognitif, c'est je démarre, ça s'initie, j'ai envie, je mets des choses en place. Je suis motivée pour que ça dure dans le temps. Et quand ça ne marche pas du premier coup, je vais persévérer. Une des choses qu'on se rend compte aujourd'hui, qui est un peu difficile, c'est la persévérance. Le besoin de sentiment de compétence, c'est aussi le besoin de se sentir, on voit le sentiment d'efficacité sur son environnement. Ce besoin stimule la curiosité, le goût d'explorer et le sentiment de défi. Il est très difficile de se sentir compétent si cette compétence n'est pas confirmée par autrui. Il faut un retour, un feedback. C'est pour ça que les adolescents sont en quête d'encouragement, de retour positif, pour savoir s'ils sont dans la bonne direction ou pas. Si tout ce qu'ils sont en train de mettre en place et les compétences qu'ils sont en train d'acquérir sont vues par l'autre et quelque part un peu validées, acquiescées par l'autre. Et ça leur permet de prendre confiance en eux et puis de les renouveler, voire d'aller plus loin. Comment être avec nos adolescents? Les relations avec les adolescents sont parfois chaotiques. L'adolescent teste le parent, ce qui implique que le parent va rester solide, sécure. À partir du moment où vous êtes testé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il vérifie si le cadre, il est vraiment là. Puisque nos adolescents sont effectivement dans une phase d'incertitude, est-ce que les adultes qui sont autour de moi sont suffisamment sûrs de ce qu'ils sont en train de me dire? Est-ce qu'eux, ils ont une forme d'assurance, ils ont un certain vécu qui fait qu'ils confirment leur dire, ou finalement, quand moi j'insiste un peu, finalement je sens que ça va défaillir. Alors on peut avoir des failles, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de pouvoir les communiquer. En tant que parent, on a le droit de communiquer ses limites. De dire aussi ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Cette forme d'honnêteté, elle est importante parce que ça va pouvoir permettre à l'adolescent, et avec l'adolescent de bâtir des relations basées sur la confiance réciproque. Ça, c'est important. Donc, on a tous nos failles. Les ados, ils sont très, très doués pour découvrir nos failles. Donc, à un moment donné, il vaut mieux les assumer, les mettre des limites. C'est pas pour autant que vous n'êtes pas garant du cadre. D'accord? C'est pas parce qu'on a des failles qu'on est, j'ai envie de dire, plus on n'est pas légitime pour poser un cadre. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on a notre propre vécu, notre propre histoire, et on peut transmettre aussi à l'adolescent des choses sur lesquelles on est un peu intransigeant parce qu'on n'accepte pas. On ne sera pas malveillant si c'est pas sur tout. Quand votre enfant grandit et qu'il est adolescent, la question c'est de trouver la bonne distance avec lui. On ne peut plus faire tout pour l'adolescent. Il faut accepter cette autonomie et qu'il construise son parcours de vie. Souvent, je prends l'image avec un enfant, le parent, il donne la main. On est avec son enfant. Avec l'adolescent, on est plutôt à côté de l'adolescent. On est là, on est sur le chemin, mais on ne lui donne pas forcément tout le temps la main. C'est quelque chose qui est possible. Si à un moment donné, il en a besoin. Mais ce n'est pas permanent. Et ce n'est pas souhaitable. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, il faut qu'il soit capable de faire des choses aussi. Trouver la bonne distance, évitons les projections personnelles, parce que souvent, ils en ont vraiment rien à faire. Le jugement, parce que, effectivement, pour toute personne, à partir du moment où on se sent jugé, ça bloque en fait la communication, et puis, du coup, est-ce qu'on est finalement légitime, puisqu'eux, ils sont en train de construire le chemin, ça veut dire qu'ils ne vont pas forcément prendre le chemin qu'on avait peut-être imaginé pour eux, mais est-ce que pour autant, à la finale, ça va être un chemin qui ne les rendra pas heureux? Ça, il n'y a que eux qui peuvent le savoir. Pour un parent d'adolescent, faire preuve d'autorité, ça ne veut pas dire qu'on est en train de rompre la communication, mais plutôt d'incarner la règle et de montrer qu'il y a toujours un cadre de fonctionnement et dans lequel il peut se mouvoir, cet adolescent. Après, progressivement, il faut que ce cadre s'élargisse. Le cadre ne va pas être le même pour un adolescent de 11 ans, de 13 ans, de 15 ans, de 17 ans. Et attention, si le cadre il est trop grand au départ, c'est très difficile, voire impossible, de revenir en arrière.
Donc, prenons le temps d'agrandir ce cadre. Oui, c'est une forme d'accompagnement aussi de ce processus hein, d'évolution vers l'autonomie, parce qu'effectivement, avoir trop d'autonomie tout de suite aussi, ça peut être angoissant, ça peut être effrayant pour le jeune, même s'il en a envie, quelque part, parfois, hein, il le réclame même. Mais au final, quand il est dans la situation où il doit tout gérer et se gérer, ça peut être très angoissant. Pour rebondir aussi sur ce que disait Sophie, la question de s'autoriser aussi à se séparer, s'autoriser à aller explorer, s'autoriser à prendre de la distance, effectivement, c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a des jeunes qui peuvent sentir que le parent n'accepte pas ou vit mal la séparation. Et pour le jeune, ça aussi, ça vient créer un conflit interne. Parce que en vérité, même quand le jeune, il vient provoquer, il vient titiller, etc., il veut pas votre malheur. Hein. Donc, au final, c'est qu'il, là, lui, il est en train d'évoluer. Mais au final, s'il sent que vous êtes en difficulté, vous êtes en souffrance dans la séparation, il vaut mieux la parler, effectivement. Il vaut mieux dire les choses et accepter ensuite que, effectivement, de laisser le jeune dans cette sensation que vous n'acceptez pas, que vous n'arrivez pas à le supporter, cette séparation. Enfin, une autre idée, c'est de privilégier la rencontre. Le parent d'un adolescent vit à côté, donc ce que je disais tout à l'heure, et une distance est vraiment nécessaire hein, pour qu'il puisse se construire. L'adolescent, c'est quelqu'un qui est en train de se forger ses propres opinions, ses propres idées, donc c'est important aussi de lui laisser cet espace. Parfois, on les voit, hein, ils sont affalés dans le canapé, ils ne font pas grand-chose, on a l'impression que finalement, ils sont dans une inertie mais en fait, ils sont là aussi en train de se construire. Voilà, ça peut être aussi leur manière, pour certains en tout cas, de réfléchir un petit peu aux directions qu'ils veulent prendre, à la manière dont ils veulent effectivement évoluer. Et puis, on l'a déjà dit, mais je pense que c'est important d'avoir vraiment en tête que cette relation, elle est instable avec l'adolescent, parce qu'il est dans l'expérimentation. Et ce qui est des fois déstabilisant, c'est qu'on a l'impression, en tant que parent, que certaines choses étaient acquises, et puis que finalement, ah non, c'est bizarre, aujourd'hui, il n'est pas du tout. Je pensais que ça, il avait mûri sur telle ou telle chose, qu'il était plus autonome, et puis, ah, bah là, non, je m'aperçois que finalement, il a encore demandé de l'aide pour telle ou telle chose, ou il a encore besoin de ses parents pour, voilà, parce qu'il va lui faire telle ou telle demande. Parce qu'il y a des fois aussi où ils sont fatigués, ça on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une période de grande fatigue chez les adolescents. Leur sommeil est souvent bouleversé. Alors, en plus, avec les nouvelles technologies, hein, où des fois ils ont un peu de mal à couper avec tous les écrans. C'est quand même une période de vie où ils sont fatigués et fatigables. Ils ont aussi souvent des bonnes journées quand même, hein, il faut reconnaître. Donc, du coup, des fois, ils ont aussi besoin de vous parce qu'ils se sentent fatigués. Hein. Donc, ils se reposent un peu, ils reviennent dans le nid. Hein, rappelez-vous, tout à l'heure, on a parlé du nid, genre le retour au nid pour aussi se reposer et puis qu'on prenne un peu les choses en main pour eux. Donc, accepter peut-être aussi de temps en temps d'avoir cette fonction-là aussi avec eux. Et puis, c'est des moments aussi où ils peuvent aussi être reconnaissants hein, si effectivement on a pu faire pour eux à un certain moment donné. Souvent, ils s'en rendent compte, pas forcément à l'instant T, mais un peu après ça. Et puis, enfin, contribuer à la prise d'autonomie. C'est important, hein, mais on l'a dit, pour que l'adolescent puisse effectivement grandir, se construire, il faut qu'il soit autorisé par son parent. On a aussi des adolescents hein, qui n'arrivent pas à passer ce cap parce qu'ils ne se sentent pas autorisés, sont dans des conflits de loyauté vis-à-vis de leurs parents, où finalement ils ont l'impression à ce moment-là qu'ils abandonnent leurs parents. Alors que ce n'est pas une question d'abandon. Tu as le droit de prendre la distance, tu as le droit de ne pas avoir envie d'aller tous les week-ends avec tes parents à telle ou telle activité ou d'aller balader en forêt, etc. Ça ne veut pas dire que de temps en temps on ne peut pas le faire, mais pas forcément comme avant, hein, où enfant il le faisait tous les dimanches après-midi. Cette autonomie, elle peut être demandée par les adolescents, mais pas toujours. Donc c'est important aussi que le parent puisse impulser ou accompagner cette prise d'autonomie. Il y a aussi des adolescents qui peuvent avoir peur hein, de prendre cette autonomie pour des raisons qui leur sont propres et par rapport à leur histoire. Mais c'est vraiment important que dans ces cas-là, le parent puisse être aidant hein,
et puisse effectivement montrer qu'au bout du chemin, il y a plein de belles choses pour son adolescent. Et puis peut-être aussi montrer aussi à son adolescent qu'il arrive à une période de sa vie où les choix, le parent va plutôt pouvoir les faire pour lui. Parce que ça peut mettre à mal aussi un parent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, moi je veux bien t'accompagner, je veux bien réfléchir avec toi sur telle activité que tu veux faire, ou si tu as envie de continuer telle ou telle activité. Mais à la fin, c'est pas moi qui vais choisir pour toi. C'est pas possible, moi je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, ou si ça va t'apporter quelque chose ou pas. Alors après, des fois, il y a la question de l'engagement. Le parent peut se positionner en disant, bah, écoute, là, tu t'es engagé, tu finis au moins l'année, hein, pour tout ce qui est activité, des choses comme ça. C'est important aussi de transmettre cette question d'engagement, mais réfléchis peut-être à autre chose. Maintenant, il y a plein de portes ouvertes, il y a plein de choses. Dans les clubs, ils font plein de trucs où on peut faire des choses en parallèle, on peut être invité, on peut, voilà, pour qu'il y ait une phase de transition qui soit, où l'adolescent ait quand même l'impression d'avoir été entendu, hein, mais quand même pour aller jusqu'au bout, peut-être de l'engagement qui engage peut-être pas que lui, mais l'équipe, enfin, on l'a dit hein, tout à l'heure. Pouvoir accompagner ces prises d'initiative que certains adolescents font tout seuls, et puis pour d'autres, ils ont besoin d'être accompagnés par rapport à ça. Important de ne pas imposer un chemin à l'adolescent, parce que finalement, c'est lui qui est en train de construire son avenir. Vous pouvez l'accompagner sur ses choix à faire. Peut-être aussi trouver d'autres adultes autour de lui, si vous trouvez que des fois c'est lourd aussi en tant que parent, hein, on a besoin de tiers. On a parlé d'adolescents qui avaient besoin de tiers, mais aussi le parent, hein, parfois. Donc il peut y avoir d'autres adultes autour de vous et qui peuvent être aidantes. Ces personnes-là peuvent être aidantes pour l'adolescent, pour construire son chemin. Alors, du coup, je me demandais donc, par rapport aux parents voilà, qui laissent les adolescents, voilà, quand ils sont en crise, à ce moment-là, c'est un peu compliqué à gérer. Par exemple, Vincent, il a plein de mauvaises expériences, il y a plein de choses, voilà, on peut peut-être essayer voilà, de trouver d'autres solutions, parce que, voilà, peut-être que le parent puisse raconter lui-même les expériences où, voilà, il a raté des choses, et comme ça recrée un lien, en fait, ensemble, ou par exemple, je sais pas, l'adolescent, voilà, qui a une certaine tenue vestimentaire, est-ce que, voilà, peut-être le parent peut peut-être suivre ou faire des remarques, voilà, qui soit positif. Enfin, je sais pas, avoir des idées, voilà, enfin, pas que le parent soit l'ami, mais avoir des choses, voilà, peut-être rapprocher un peu la relation. Et j'avais aussi noté une question. Lors de la période d'enfant, en général, il y a énormément de jeux, par exemple, et les parents essaient de proposer, de dire, mais si, va jouer plutôt à l'extérieur, va prendre l'air un petit peu. Et peut-être, voilà, à ce moment-là, je sais pas, peut-être que les parents pourraient, par exemple, participer, par exemple, si c'est un jeu vidéo, et proposer de dire, bah tiens, on peut peut-être jouer ensemble à ce moment-là, tu m'expliques, tu me montres, et comme ça crée un peu le lien ensemble, comme ça, et peut-être que on ne peut pas le laisser tout faire, mais plutôt rentrer dans les champs. Et j'avais une dernière chose à dire. Oui, et aussi ce qui est intéressant, parce que souvent, les parents, voilà, donc ils s'occupent des enfants, qui grandissent avec un cadre, et puis donc voilà, l'enfant a certaines règles, et puis arrive un moment, voilà, donc il veut rentrer dans l'autonomie, hein, mais on peut avoir un problème, voilà, parce qu'on sent, voilà, il est toujours avec les parents, c'est toujours la même personne en fait. Donc en effet, d'avoir un regard extérieur d'une autre personne, voilà, qui puisse nous donner d'autres conseils, voilà, qui voit qu'il y a aussi d'autres solutions, que les parents ne sont pas la réponse à tout en fait, et de rentrer dans l'échange avec d'autres personnes, et comme ça, voilà, peut-être les parents peuvent encourager en effet bah voilà, de rencontrer juste d'autres adultes pour avoir aussi d'autres regards, et voilà, pour éviter qu'il y ait toujours, que ce soit toujours la référence unique des parents, mais qu'il y ait en effet d'autres personnes, et que l'adolescent puisse se construire en comparant et en voyant les autres solutions. Après, est-ce que c'est vraiment le laisser complètement, ou l'accompagner quand même Alors, il y a plusieurs choses par rapport. Effectivement, il y a des adolescents qui parlent assez facilement avec leurs parents. La communication se fait de manière assez fluide. Donc, si effectivement vous voyez votre adolescent qui se confie à vous sur plusieurs difficultés ou plusieurs échecs, et que vous avez envie, vous, de lui faire part aussi de vos expériences, dans le sens où vous aussi, peut-être qu'effectivement, il y a eu des moments qui ont été difficiles, avec des amis, avec... Bien sûr, c'est des choses qui sont possibles.
Après, il y a aussi des adolescents qui ne se confient pas à leurs parents. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où cette construction identitaire, certains adolescents n'éprouvent pas forcément le besoin euh, dans, ou en tout cas ne se sentent pas autorisés, enfin, en fonction des situations, à en parler avec le parent. Et ils sont plutôt à la recherche d'autres personnes avec lesquelles ils pourraient échanger. Alors, c'est la raison de certaines consultations auprès des psychologues. Nous, on a beaucoup d'adolescents qui ont ces demandes-là, effectivement, et qui nous disent bien, effectivement, que ces questionnements qu'ils ont, alors ils vont pas forcément très très mal, mais ces questionnements qu'ils ont sur leur existence, sur ce qu'ils ont envie, sur les positionnements dans le groupe, est-ce que je suis bien dans ce groupe ou pas, ou finalement comment je peux m'en éloigner, etc. Eh bien, ils ont besoin de le faire avec quelqu'un de neutre et de hors contexte familial et amical. Donc ça arrive. Oui, par rapport à cette question-là, effectivement, du partage d'expérience, il y a aussi des jeunes qui vont mal supporter ça. Parce qu'il y a des jeunes, effectivement, qui vont avoir l'impression que le parent banalise, hein, ou que le parent veut recoller. On est pareil, on a vécu pareil, etc. Alors que le jeune, il veut justement avoir son existence propre. Donc effectivement, le partage d'expériences, oui, mais il faut bien différencier aussi que c'est deux expériences différentes et que vous pouvez plus l'aider à réfléchir, accompagner, être à côté, plus que donner peut-être vos solutions. Je pense que de toute façon, le jeune, il a besoin de trouver ses solutions en étant justement autonome, mais vous pouvez être là pour l'aider à réfléchir. Par rapport au tiers, d'ailleurs, c'est l'idée qui vous est venue, hein, du tiers d'autres adultes, d'autres références. C'est bien aussi que ça vienne du jeune, parce que si ça vient, là aussi, hein, ça dépend du jeune, mais si ça vient du parent, le jeune peut se dire, bah oui, mais du coup, ils vont se parler, ou du coup, il n'y a pas de confidentialité. C'est pour ça que le professionnel, ça peut être une solution, parce qu'il y a cette confidentialité, ou ça peut être tout simplement associé au monde du parent. Le monde adulte, c'est le monde du parent. Donc, ils vont avoir le même type d'idée. Et donc, il y a cette idée de l'autorité, de toute façon, qui est là. Donc, effectivement, c'est bien aussi que le jeune puisse choisir, quelque part, peut-être l'adulte ou le référent qui va être support pour lui. Pour certains adolescents, par exemple, ça peut être un grand-parent. C'est l'adolescent qui va choisir, en fait. Effectivement, un autre adulte. Alors après, en fonction, ça peut être un grand frère, une grande sœur. Ça peut être au sein de la famille, mais comme ça peut être effectivement extérieur. Ça peut être un professionnel ou un non professionnel. Ça dépend aussi des groupes d'appartenance auxquels l'adolescent a accès. Oui, ça peut être les moniteurs de sport, voilà, par exemple, aussi. Il y a des jeunes qui investissent beaucoup. Tout ce qui va être éducateur dans les maisons de quartier, etc. Enfin voilà, à un moment donné, le jeune peut aussi rechercher un adulte qui va être porteur pour lui. Il y avait la question aussi du partage en termes d'activité, les jeux vidéo, etc. Alors, bien sûr, si l'idée c'est de créer un contact parce que vous sentez que votre adolescent, vous ne faites plus rien du tout avec, et que ça peut être ce genre d'activité qui permet de créer un peu de lien, pourquoi pas. Après, j'ai envie de dire, ça dépend. Il y a aussi des adolescents qui vont se dire, non, ça c'est un domaine qui est à moi, ou quelque part, ça sécurise aussi de maîtriser quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Donc, il n'aura peut-être pas envie, en tout cas certains n'auront pas forcément envie de jouer avec leurs parents. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne font pas autre chose. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment au cas par cas. Après, je pense que derrière votre question, il y avait cette idée de qu'on peut proposer des choses avec l'adolescent pour partager des moments avec lui, bien sûr. Après, c'est avec l'idée de est-ce que ce que vous allez proposer sera ce que l'adolescent imagine. Ne prenez peut-être pas ce non comme quelque chose qu'il ne veut rien partager avec vous. C'est peut-être plutôt que de lui proposer de jouer ou de faire quelque chose avec lui, peut-être lui dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Comme ça, j'ai envie de dire, la porte est ouverte et puis à lui de se saisir. Il ne dira pas forcément qu'il n'a rien envie de faire avec vous. Donc il trouvera peut-être quelque chose au moins. Alors après, ça sera peut-être une activité ponctuelle, d'autres, ce sera peut-être une activité régulière. Ça va dépendre des situations.
cas, ce que vous êtes en train de me décrire, c'est que en fait, notre adolescent, il est en train de jouer en réseau. C'est-à-dire qu'en fait, alors il joue aux jeux vidéo, mais avec d'autres personnes, mais qui ne sont pas présents dans la pièce. Qui connaît ou qui ne connaît pas, en fonction. Après, la question, c'est, alors c'est une activité, d'accord ? Après, c'est plutôt quelle place a cette activité dans sa vie. Est-ce que cette activité, mais ce serait valable pour quelle que soit l'activité, après on ne va pas focaliser sur le type de jeu, etc., mais on va... Du coup, cette activité, est-ce que ça l'empêche de sortir de chez lui? Est-ce que cette activité l'empêche d'aller à l'école, un peu s'impliquer c'est plutôt la place que les activités des adolescents représentent dans leur côté. Les adolescents, en fait, ils sont dans la dichotomie de la pensée. C'est-à-dire que c'est tout blanc ou tout noir. Donc, soit ils jouent pas, soit ils jouent tout le temps. Devenir adulte, c'est apporter une nuance entre le blanc et le noir. C'est-à-dire que toute cette palette de gris, à partir du moment où vous êtes capable de modérer les choses et de nuancer les choses, c'est que vous rentrez dans cet âge adulte. D'accord ? Ça ne veut pas dire que ça fait plein de choses, l'âge adulte, mais on nuance un peu les choses. Les adolescents, c'est ça en fait. Donc soit ils vont jouer 5 heures d'affilée, soit ils ne vont pas jouer. Mais sauf qu'ils ne vont pas regarder à quelle heure ils vont commencer. Le cadre, parce que la question c'était par rapport au cadre et comment poser le cadre. Ce qu'il faut, c'est que vous-même, vous connaissiez le cadre que vous pouvez vous accepter et tolérer. Personne ne peut donner un cadre qu'il faut, etc. Parce qu'il faut le porter aussi, ce cadre-là. Ce qui va faire que vous allez être légitime et que vous allez poser un cadre sécurisant pour l'adolescent et qui va être reconnu aussi par l'adolescent, c'est que vous allez porter ce cadre-là. Donc n'avancez pas des choses que vous ne tiendrez pas, parce que vous perdez toute légitimité. Mais par contre, réfléchissez-vous de qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez pas, quelles sont vos règles, et ensuite vous les transmettez. Et aussi, qu'est-ce que, en tant que parent, on montre aussi de notre fonctionnement à l'ado. Parce qu'effectivement, la question des écrans, notamment, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On reproche beaucoup aux ados de jouer, ou d'être sur les réseaux sociaux, ou d'être tout le temps sur le téléphone, etc. Sauf qu'en vérité, les adultes le font aussi. Effectivement, aujourd'hui, la plupart des adultes ont leur téléphone tout le temps avec eux, ou l'ordinateur, ou la télé, etc. Si on dit à son ado, bah, t'es tout le temps dessus, c'est insupportable, c'est pas possible, etc., mais que soit on fait quelque part la même chose, même si c'est pas exactement la même activité, l'ado ne va pas comprendre. Voilà. Donc c'est important d'être exemplaire, d'une certaine façon, quand on veut transmettre une règle aussi à son ado, parce que finalement, autant quand ils étaient enfants, le fait qu'on n'ait pas les mêmes règles, qu'on ne respecte pas les mêmes règles, ça s'entend, ça se comprend. L'enfant va moins, en tout cas, remettre ça en question. En revanche, l'adolescent qui devient un adulte, qui veut devenir un adulte, il estime quelque part qu'il va respecter un peu les mêmes règles que vous. Donc voilà, il faut aussi, il faut quand même être exemplaire sur certaines choses. Il y a des choses, en fait, c'est dans la vie pratique. Moi, j'ai rencontré un adolescent, effectivement, il était beaucoup sur les écrans. Et il a renvoyé, lors du premier entretien, les parents étaient présents, oui, mais qui a son téléphone au moment du repas? On voit bien, il était attaqué sur le fait que lui, il jouait, parce qu'il jouait très tard le soir. C'est important là. Après, le parent peut fonctionner différemment de l'adolescent, mais c'est plutôt, qu'est-ce qui est important? Si, à un moment donné, c'est important de pouvoir partager des temps ensemble, sans qu'il y ait ces écrans. Peut-être se créer des temps où on les communique déjà à tous et puis on essaie effectivement de les respecter. Et puis ça fait du bien aussi de se déconnecter. Mais c'est vrai que si dans une famille, on ne se fait pas un moment où on se dit stop, il n'y a pas d'écran, finalement tout le monde, à un moment donné, aura ça sur un écran et finalement, voilà, il n'y aura peut-être pas une temporalité à un moment donné par quelque chose qui va réunir tout le monde hors écran. Donc le cadre, c'est à chacun d'y réfléchir en fonction de vos contraintes, en fonction de vos besoins, de vos envies, et puis surtout de les transmettre aux adolescents. On est beaucoup dans la négociation. Vous voyez bien que ce n'est pas l'imposition qui va faire qu'il va y avoir cette rencontre avec l'adolescent, mais plus de, ce serait chouette quand même qu'on puisse se parler, et puis qu'on ne soit pas dérangé par tous les écrans. Donc, moi aussi, je mets mon téléphone de côté, ou toi, mais à tel moment, on se retrouve.
pense qu'en fonction de chaque adolescent, cette bonne distance, hein, quand on a parlé de distance, elle n'est pas la même en fonction de chaque adolescent. Elle n'est même pas la même dans une même fratrie. Hein. Si vous avez plusieurs enfants, vous devez découvrir que la bonne distance, elle n'est pas la même hein, en fonction de... Oui, en fonction de l'âge aussi. De l'âge et puis de la personnalité. J'ai une question par rapport à l'appartenance au groupe. Pour les adolescents, il y a souvent les ados ont plusieurs groupes, par exemple les amis proches, les copains avec qui ils ont grandi, le groupe plus d'influence en fait, avec lesquels on va essayer de dépasser nos limites, désobéir, tout ça. Et puis les propos classiques. Et du coup, la famille, est-ce que comment on gère tous ces groupes? Est-ce que il trouve lui-même son équilibre à travers ces groupes? Ils ont quand même, ils sont pas finis de leur construction, donc comment on fait? Est-ce qu'à la fin il faut qu'il reste qu'un seul groupe? Ça, c'est ma première question. J'en avais une deuxième. J'ai vu le mot passivité tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu ce qu'il y a derrière? Alors, la passivité, ça peut prendre plusieurs formes, mais notamment quand on parlait de mécanismes de défense face à l'angoisse, hein, effectivement, quand on parlait de passivité, ça peut être le fait, par exemple, de ne pas faire de choix. Donc, effectivement, de se laisser porter d'une certaine façon. Ça peut aussi, quelque part, effectivement, Sophie parlait tout à l'heure d'un adolescent qui va rester dans le canapé et qui va plus bouger, qui va, entre guillemets, larver, qui va en tout cas ne rien faire. C'est aussi une forme de passivité. Ça peut être aussi une passivité intellectuelle ou psychique, c'est-à-dire que tout peut être inhibé aussi. Hein, quelque chose qui arrête, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de questionnements identitaires, donc le fait d'arrêter de penser, parfois, ou de trouver comment arrêter de penser, l'écran peut d'ailleurs venir contribuer à ça, et ça peut aussi être un mécanisme de défense contre l'angoisse. C'est pas grave si l'adolescent il a plusieurs groupes, parce qu'il va se nourrir des différents groupes, et c'est là, à ce moment-là, qu'il va pouvoir aussi, lui, définir un peu quelle direction ou quelles personnes sont bienveillantes avec lui, ou avec quel groupe il se retrouve le mieux. En fait, on est tous différents. Il y a aussi des adultes qui ont un groupe d'amis, il y en a qui ont plusieurs groupes. Ils peuvent aussi coexister, ces groupes, parce qu'ils peuvent vous apporter des choses différentes. Vous pouvez avoir un groupe parce que vous partagez une passion ensemble. Vous pouvez avoir un autre groupe parce qu'effectivement, vous allez plutôt expérimenter, ou en tout cas, c'est des fois des amis de longue date qui font plein de choses ensemble. Ou, voilà, ils ont grandi ensemble, donc ils expérimentent, ils continuent à expérimenter aussi les choses ensemble, parce que peut-être que c'est un groupe qui est un peu plus sécure, parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, enfin, ils s'autorisent plus de choses, alors que des groupes qui connaissent depuis un peu moins longtemps, peut-être parce que c'est le groupe classe, parce qu'ils sont obligés d'être ensemble, donc c'est un groupe qui n'est pas choisi finalement, mais bon, c'est quand même plus sympa si j'ai 2-3 personnes avec qui discuter dans la journée quand même, hein, plutôt que d'y aller et puis faire les cours, etc. Donc c'est aussi des fois des appartenances, mais qui permettent aussi d'avancer avec les autres, mais sans en attendre forcément les mêmes choses, en fait, en fonction des groupes. Donc c'est pas grave. Après, ce qui est compliqué pour les adolescents, c'est que c'est leur espace-temps. Ils manquent de temps pour consacrer du temps à tout le monde. C'est ça qui est difficile. Ils le disent souvent. C'est ça qui est compliqué pour eux. C'est comment je peux faire pour avoir du temps pour tout le monde. Souvent, ça fait partie de leur question, ça. Avec ces nouvelles technologies, ils ont accès à des informations, des fois qu'ils n'ont même pas choisi, eux, de voir. Je pense que c'est important de les sensibiliser. Ça veut dire effectivement d'aborder aussi ces sujets-là, mais parce que aussi vous êtes des adultes qui, là pareil, hein, il y a le cadre sécurisant attention, je t'autorise à aller sur l'ordinateur familial ou d'avoir ton ordinateur en fonction de la pratique de chacun, mais attention, parce qu'à partir du moment où tu as un accès sur Internet, tu peux avoir accès à des choses que soit tu ne souhaites pas, soit une offre d'informations sur lesquelles il y a aussi, à la fois c'est dangereux, et puis c'est surtout que je pense par rapport à la pornographie, c'est pas la représentation de la sexualité. On l'a dit tout à l'heure, effectivement, l'adolescent, il a accès, son corps est sexué, il a accès à tout ça. Donc il se pose des questions, et c'est difficile d'en parler avec ses parents.
en plus, il y a toutes ces questions aussi d'identité sexuée. Hein. Eux-mêmes se posent des questions par rapport à leur identité sexuée. Et puis, est-ce qu'ils ont envie de rentrer, d'avoir un amoureux ou une amoureuse? Est-ce que dans mon groupe, justement, est-ce que ça, c'est une question qui est présente ou pas? Donc ça, je pense que ce qui est important aussi, tout ce qui est autour de... Parce que certains ont l'impression que allant vers ces sites pornographiques, ils vont avoir des réponses sur leur questionnement au niveau de la sexualité. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir avoir cette discussion avec eux en leur disant que ce n'est pas ça la sexualité. Et qu'en tout cas, après, s'ils ont des questions, effectivement, c'est pas avec les parents. Les mêmes grands, hein, moi j'ai des grands ados ou des jeunes adultes qui me disent bien, oui, voilà, mes parents, j'ai pas envie d'en entendre parler. D'accord ? Et inversement, ils n'ont pas envie de parler de leur sexualité avec les parents. Et ça, c'est vraiment l'intime. Et je pense que voilà, j'entends les réactions de c'est normal. Hein. Maintenant, j'entends aussi en tant que parent de qu'est-ce qu'on peut imaginer comme ça, du coup, le médecin généraliste, le médecin, c'est aussi quelqu'un, il est au secret, il connaît le radeau, il peut avoir ces discussions-là avec eux. Arrivé à un certain âge, vous n'êtes pas forcément obligé d'accompagner dans le cabinet, au moment de la consultation, en tout cas, votre adolescent. Ça peut être aussi cet espace-là. Hein. S'il se pose des questions par rapport à son corps, par rapport à... Je pense que déjà, le médecin généraliste peut être une étape intéressante. En plus, c'est un professionnel. Enfin, voilà, il va pouvoir le renseigner aussi sur certains ressentis qu'il a. Parce qu'il éprouve, il commence à éprouver au niveau de l'adolescence. Et il y a aussi ces pulsions hormonales qui font qu'il commence à ressentir du plaisir. C'est pas trop quoi en faire de tout ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors la réponse, je vais l'avoir sur Internet. Ça peut être avec d'autres personnes, d'autres instances qu'on est aussi différents. Et puis c'est intéressant parce que là, on va pouvoir vraiment discuter l'échange. Donc ça peut être une possibilité par rapport à ça. Donc, je voulais vous demander de l'aide pour un ado qui en fait est en décrochage scolaire. Donc là, il est en 4e. Je vois pas l'intérêt là de ce qu'il apprend. Pourtant, il a une vraie passion et pour l'armée de l'air, il veut vraiment faire ça, il s'est intéressé. C'est un enfant qui a vu que dès 16 ans, il pouvait intégrer le lycée de l'armée de l'air à Sainte, là-bas, près de Bordeaux, et donc il est à fond. On a beau lui expliquer que, oui, mais apparemment, pour accéder à cette école, il faut quand même un minimum de niveau et puis un examen d'entrée. Ça lui passe complètement au-dessus, mais il sait qu'il va y arriver. Quoi. Alors là, pour le coup, l'estime de soi, il n'y a pas de souci. Il faut se détendre, il n'y a pas de problème. Quand ils ont des objectifs et qu'effectivement, ils n'ont pas une attitude qui va permettre d'atteindre cet objectif, il y a aussi ces mécanismes de défense, surtout quand on mise sur un projet, c'est aussi la peur de ne pas y arriver. Donc, même si, en apparence, c'est ne vous inquiétez pas, je gère, ça va le faire, et en même temps, qu'est-ce qui va se passer si ça ne marche pas? De plus en plus, au niveau de la question de l'orientation et des projets professionnels, de plus en plus les gens viennent pour avoir des plans A, des plans B, des plans C. Pourquoi? Parce que c'est hyper insécurisant et très, très angoissant d'avoir un projet, parce que si ça ne marchait pas. Et là, il y a une forme un peu d'angoisse, parce qu'on a l'impression qu'on va se détruire, enfin, qu'on va presque son existence qui est en jeu. La question de l'orientation, elle est quand même hyper importante. Enfin, moi, j'ai l'impression que maintenant, dès la 3e, ils sont paniqués. Donc voilà, c'est de plus en plus tôt. Et c'est vrai que ça, c'est une question à la fois anxiogène, et puis certains n'arrivent pas à accéder, en fait. On voit bien, là, c'est bientôt le bac, par Parcoursup, ils ont rempli leurs vœux. Il y en a plein encore qui disent, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, ils ont fait, je ne sais pas combien, 10 000 vœux, enfin 10. Et ben, peut-être que, et si ça ne marchait pas ça, ou qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être qu'il va pouvoir s'engager à un moment donné, s'il trouve autre chose, si ça ne marchait pas. Après, il faut voir, il y a des jeunes aussi qui décrochent scolairement parce qu'ils ont des difficultés aussi. Parce qu'ils savent qu'il faut avoir un très bon dossier et ils sentent qu'ils ne vont pas y arriver. Donc, à un moment donné, c'est aussi un deuil. Il y a des deuils aussi à faire très tôt sur des orientations qui étaient souhaitées, envisagées, et puis sur lesquelles ça ne va pas pouvoir se faire.
Il y a vraiment cette question du deuil aussi, hein, par rapport à l'orientation et les souhaits, hein, qui se concrétisent en fait. Pendant enfant, je disais que ça allait. Je pouvais dire, je ne prenais pas de risque. Sauf que maintenant, adolescent, je dis, mais en plus maintenant, on attend de moi qu'il y ait quand même une corrélation entre ce que je dis et ce que je réussis ou pas. Et est-ce que ça va être, maintenant faisable? Il y a une question de faisabilité et derrière lequel l'adolescent peut plus se cacher. Le passage à l'adolescence et puis la maladie en fait. Moi j'ai un fils diabétique depuis 6 ans. Comment on peut réussir à lui faire comprendre qu'on a juste besoin d'être rassuré et en même temps le mettre en situation de rassurer ses parents, de sentir qu'il a besoin de rassurer ses parents qui sont inquiets. Alors là, je pense que c'est la question de la responsabilisation, parce qu'effectivement, par rapport à des jeunes qui ont des maladies où il y a une vigilance de tous les jours à avoir, à l'adolescence, il y a la prise de risque, l'expérimentation et la prise de risque. Donc effectivement, vérifier auprès de... Alors ça, c'est valable pour des ados qui sont diabétiques, mais épileptiques aussi. Enfin, il y a effectivement des conduites où, par moment, ils en ont marre. Parce qu'il faut aussi qu'ils acceptent. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en grandissant, il faut qu'ils s'approprient en fait, aussi cette maladie. Et puis qu'ils arrivent effectivement à être acteurs de ça et qu'ils se responsabilisent en disant je fais ça aussi parce que ça va faire partie de ma vie, mais c'est aussi pour mon bien-être. En fait, ça participe à mon bien-être. Si je ne prends pas soin de mon diabète, eh ben, je mets en péril mon bien-être. Donc, peut-être l'interroger sur, à ce moment-là, fait qu'effectivement, est-ce que lui, il est au clair par rapport à sa maladie, qu'il n'aurait pas besoin là, de faire un point aussi médical. Que s'il fait ça, c'est très bien. S'il a telle ou telle conduite, il prend des risques. C'est important aussi. Rappelez-vous, on a parlé pour prendre cette autonomie, il faut être autorisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il sache s'il peut s'autoriser ou pas par rapport à sa maladie. Il faut qu'il connaisse ses limites. Alors c'est difficile des fois en tant que parent parce que pour on dit, alors j'ai comme pas le dire que s'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, voilà les risques. Ah oui, mais en même temps, comment il va pouvoir se responsabiliser s'il ne connaît pas les risques? À un moment donné, au niveau de la distance, vous n'allez pas pouvoir être tout le temps là. Et puis il en a marre de vous envoyer des SMS pour se justifier. Donc du coup, on le responsabilise. Pour le responsabiliser, c'est fait. Alors là par contre, ça peut être lui tout seul, ça peut être à un moment donné où vous l'accompagnez aussi. Hein, à voir si c'est quelque chose fait avec le médecin en votre présence ou pas. Ça, il faut en discuter avec lui. Mais je pense qu'il aura certainement des questions par rapport à sa maladie. Les adolescents, à ce moment-là, c'est et si je ne prends pas un traitement, ou si je ne fais pas un, qu'est-ce que je risque? Si vous ne lui répondez pas, lui, il va tester. Hein. Il teste. Donc autant qu'il ait un professionnel en face de lui qui lui expliquait avant ce qui est risqué s'il faisait ça. Je pense que les adolescents, à partir du moment où c'est pour apporter une contribution, pourquoi pas. Si c'est parce que le parent se décharge sur l'adolescent, là, ils ne sont pas du tout comme ça. Donc je pense que c'est un peu une question de dosage. C'est difficile parce que moi, c'est vrai que j'ai des situations où effectivement, des fois, on en demande beaucoup aussi aux adolescents. Il faut oublier que souvent, la plupart du temps, ils sont pas en études, c'est-à-dire que quand ils ont fini leur journée, ils n'ont pas vraiment fini, ils ont encore du travail à faire, etc. Donc, à voir, est-ce qu'on peut leur demander, par exemple, tous les jours? Voilà. Il y a cette question de voir aussi dans leur emploi du temps si c'est réalisable ou pas. Parce qu'il y en a vraiment, après ça dépend de votre adolescent, de son planning. Et je pense qu'en tant que parent, on ne vit pas de la même manière. Si il n'a pas mis le couvert, parce que de toute façon, il n'était pas encore revenu de son activité tennis, ou il venait juste de rentrer, etc. Donc je pense que ce ne sera pas perçu de la même manière. Mais par contre, effectivement, lui expliquer, écoute, le mardi, c'est le jour où tu n'as pas d'activité, donc est-ce que à ce moment-là, tu pourrais contribuer un petit peu aux tâches et à ce moment-là, est-ce qu'on peut te demander ou de participer, ce serait sympa. Alors, après, moi je pense qu'avec les ados, c'est bien la négociation, ça va toujours donner le choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pourrais faire toi, à ce moment-là, qui pourrait contribuer à l'aide au niveau de la famille. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous aviez imaginées très pénibles que lui, il aime bien faire.
Et inversement. Vous allez peut-être lui donner le truc qu'il a horreur, alors que vous pensiez que c'était le truc. Imaginez que votre perception ne sera pas forcément la sienne. Donc peut-être que lui, il a des choses. Là, moi, je discutais l'autre jour avec une maman qui se prenait un peu la tête avec son adolescente parce que, effectivement, la maman demande, enfin, aurait bien aimé que quand elle rentre à 18h, le goûter soit mangé. Sauf qu'il n'y avait pas eu un timing donné, l'adolescente disant mais j'allais le faire. Et ça, c'est la phrase de l'adolescent, hein, c'est j'allais le faire. Bon. Alors, du coup, on a échangé un peu sur, très bien, alors quelle était, elle, son amie, mais elle estimait que, tant que c'était pas l'heure du repas, puisqu'en plus, elle avait pour mission de mettre le couvert, elle voyait bien, elle, dans son organisation, que je range le goûter au moment où je vais le couvert. En plus, ça veut dire c'est en une fois, et je vais, exactement, elle optimise son temps. Sauf que ça peut être très contrariant de rentrer chez vous à 18h et de voir. Sauf que du coup, dans ces cas-là, la maman le faisait, donc ça créait des... Donc du coup, on a essayé de voir ensemble comment ça pourrait être pensé, quel était le besoin de chacune pour que les choses puissent se faire. Et donc du coup, la maman, elle a exprimé le fait que c'était important pour elle que quand elle rentre à 18h, ça soit fait. L'adolescente a convenu que dans ces cas-là, elle rangerait le goûter avant 18h, mais qu'elle mettrait ce couvert aussi. Parce qu'effectivement, il y a des moments où il faut aussi proposer des aménagements. L'adolescent, là, cette adolescente, elle ne voulait pas non plus aller vers ce que sa maman avait envie de lui imposer. En tout cas, elle le ferait. Donc, sa sortie honorable, ce que j'appelle une sortie honorable, ça a été, ok, ça sera fait, mais comme moi, je voulais le faire en un temps, le couvert sera mis à 18h. Oui, la question, vous parliez du conflit. Peut-être que le conflit, il arrive aussi quand on impose quelque chose avec une forme particulière, comme disait Sophie, où nous, on l'a pensé comme ça, donc il faut que ce soit comme ça. Avec un ado, ça devient compliqué de fonctionner de cette manière-là. Il faut aussi lui laisser la place, justement. Qu'est-ce qui est le plus important dans ce qu'on lui a demandé? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est l'objectif final? Est-ce que voilà, il faut vraiment essayer de cerner qu'est-ce qui est le plus important pour nous et voir comment effectivement lui il pense que ça puisse être fait, que cet objectif principal puisse être atteint. Mais il faut qu'il puisse contribuer à cette réflexion quelque part. Oui, alors quand on a parlé tout à l'heure de rencontre. En fait, ayez peut-être cette image de rencontrer et d'aller chercher, d'aller vérifier ce que lui pourrait, par exemple, vous avez besoin qu'il contribue aux tâches de la maison, à la fois pour vous soulager un peu, parce que voilà, vous avez aussi votre travail, vos journées, etc. Donc c'est difficile de faire pour tout le monde aussi en rentrant. Puis aussi pour qu'il gagne en autonomie, qu'il puisse se débrouiller, enfin voilà, exactement. Mais donc du coup, une fois que vous avez explicité ça, finalement, ça c'est votre besoin. Mais que ça soit le débarrassage de la vaisselle, ou que ce soit la mise de couvert, ou que ce soit... peu importe. Après, il y a des choses aussi, quand c'est dans l'apprentissage, j'entendais aussi dans votre question, c'était aussi les aider à devenir autonomes. De temps en temps, ça peut être un peu un challenge. Tiens, allez, ça peut être pendant des vacances, ça peut être dans des moments où ils ont, allez, tiens, ce serait sympa, tu pourrais nous faire un repas, enfin, voilà. Mais la carte est libre. Est-ce que la chambre de l'ado est un sanctuaire inviolable? Est-ce qu'on peut rentrer de temps en temps? Quel est notre pouvoir par rapport à sa chambre? S'il n'autorise pas votre venue, à la limite, il a la responsabilité de sa chambre. C'est là le cadre. Et là, sur le cadre de référence, je vous rejoins. On n'a pas du tout le même. Non, mais par contre, la porte de sortie que vous avez, c'est que ça reste quand même votre domicile. Exactement. C'est pas encore son domicile. C'est un espace dans votre domicile qui lui est effectivement consacré. Après, à partir du moment où il ne respecte pas votre cadre, effectivement. Après, je pense que on a parlé de distance, donner aussi du temps. C'est-à-dire que des fois, on a un seuil de tolérance qui fait qu'on a accepté que la chambre soit en bazar pendant tant de temps, puis à un moment donné, il faut que ça se fasse tout de suite maintenant. Parce que là, ça y est, notre niveau est atteint, là, et donc, sauf que lui, il n'a pas eu le temps, en fait. Et on peut être aussi, là, ça peut générer des conflits importants. En plus, un peu d'intrusion, parce que ça reste son espace. Donc, essayez de jouer sur cet espace-là en disant, là, on est lundi, ce serait quand même bien qu'à la fin de la semaine, la chambre soit rangée. Ou alors,
si elle n'est pas rangée vendredi soir, moi, je préviens, samedi, c'est moi qui fais le ménage. De prévenir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, si c'est pas... voilà, il prend le risque, mais vous avez prévenu. Et puis en plus, il a eu quand même un temps pour faire un minimum de choses. De choisir aussi le moment où il va te faire. Parce que ça, Et ce ne sera pas rare qu'il le fera le vendredi soir, au dernier moment. En tout cas, certains seront là-dedans, d'autres pas forcément, parce que certains ne se rendent pas forcément compte. Le temps passe, bon, puis chacun a son ordre. Bon. Il y a des adultes qui sont plus ordonnés que d'autres. Oui, la question du rangement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut certainement ne pas attendre que ce soit rangé comme vous l'auriez rangé. Mais effectivement, il y a l'histoire de la saleté. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'hygiène. C'est-à-dire que voilà, il faut aussi amener cette question-là de... vous êtes parents, vous êtes là aussi pour assurer sa bonne santé. Et ça, effectivement, vous pouvez quand même... amener ça aussi au premier plan. C'est-à-dire que à la limite, que ce soit un peu le bazar ou même beaucoup le bazar, bon, ça, quelque part, ça ne vous atteint pas d'une certaine façon. En tout cas, il faut essayer de ne pas être trop atteint peut-être par ça, si lui, il est bien là-dedans. Mais par contre, avec cette histoire de propreté, c'est une histoire d'hygiène. Et ça, vous êtes là en tant que parent pour assurer sa bonne santé. Ça, c'est important. on en parle de l'hygiène de l'ado. Ah il y a un côté un peu parfois régressif aussi de l'ado qui, on se souvient l'enfant avec un doudou qui pue. Et vous pouvez considérer que l'ado, c'est son doudou, c'est son corps quelque part. Il y a quelque chose en tout cas parfois de cet ordre-là. C'est pas toujours le cas. Et puis parfois c'est d'un coup, c'est-à-dire que subitement, alors l'ado qui va complètement délaisser son corps, qui va être un peu dans la nostalgie de quand c'était le parent aussi, qui soignait, qui lavait, qui prenait soin d'eux, effectivement. Et à un moment donné, il se passe quelque chose. Et où il prend d'un coup, c'est lui qui se met à s'habiller, il faut être propre, on s'épile même les sourcils, enfin, ça devient quelque chose même d'extrêmement contrôlé, maîtrisé. Ça, effectivement, c'est un mouvement qui lui est propre. Il aimerait aussi faire tout seul aussi, parce que quand vous faites un repas ou quand vous faites, je sais pas, vous avez contribué à, je sais pas moi, à nettoyer le jardin, ou enfin voilà, des choses de la vie de la famille, il y a aussi une certaine satisfaction à pouvoir contribuer. Vous n'êtes peut-être pas obligé non plus de présenter toujours ces tâches comme quelque chose de négatif aussi. Là, moi, je pense à une maman avec son ado où le moment où, en fait, où il cuisine, parce que lui, il aime bien cuisiner, cet ado, même s'il en avait un peu marre à un moment donné de faire quand même 5 repas du soir dans la semaine. Donc, il a dit, moi, je veux bien, mais peut-être un jour sur deux quand même. Parce que voilà. Et donc, du coup, c'est un temps d'échange aussi. Ça peut être un temps d'échange à ce moment-là. Donc, il peut y avoir aussi des moments où on peut contribuer à la vie de famille, où ça peut être aussi, entre guillemets, c'est pas que les corvées, quoi. Ça peut être aussi un moment où il peut se passer des choses avec l'adolescent. Donc, je sais pas, en fonction de ce que vous pouvez lui demander, voilà, qu'est-ce qu'on en fait ce temps-là où il contribue? Est-ce que, je sais pas, après, chacun d'inventer un petit peu les choses. Par rapport aux fratries, oui, c'est difficile, mais des fois, on en demande déjà des fois un petit peu aux enfants, mais moins. Après, moi, je fais la technique du calendrier, parce que souvent, on prend toujours conscience de ce qu'on nous demande, mais on ne prend pas conscience de ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on demande aux autres. Donc peut-être que le petit frère ou la petite sœur, elle demande moins, oui, il a fait plein de choses. Et puis peut-être de rappeler que peut-être à son âge, il ne faisait pas. Donc voilà, donc peut-être que du coup, la comparaison, là, c'est à vous de poser le cadre. C'est-à-dire qu'après, si vous, en tout cas, le cadre que vous posez, c'est le cadre que vous avez envie qu'il soit dans votre maison, vous allez l'expliciter et expliciter pourquoi c'est important pour vous, ce cadre-là. À l'adolescence, si vous avez envie d'y contribuer, c'est aussi que demain, vous avez envie qu'il soit capable de faire 2-3 choses aussi. Voilà. Potentiellement, un adolescent, quand il grandit, parce qu'à 18 ans, on est encore adolescent, on est encore adolescent, donc si il peut, je sais pas, ils sont quelques jours tout seuls à la maison et qu'ils n'ont jamais contribué à quoi que ce soit et qu'ils ne savent pas où sont les compteurs, où sont les uns, ils savent les compteurs. Donc à un moment donné, peut-être lui expliquer aussi que si à un moment donné, il veut pouvoir faire des choses tout seul, il faut bien qu'il vous montre aussi qu'il est capable de le faire. Parce que s'il vous montre qu'il est capable de rien faire tout seul,
il y a un moment donné, quand il va vous demander plus de liberté, vous n'allez pas pouvoir lui accorder, ou en tout cas, vous n'allez pas trouver ça très sécurisant de lui accorder. Ce qui est difficile là par rapport au... En fait, c'est, on va dire dans l'idéal, ce serait au moins de pouvoir en discuter entre vous sur ce que vous pourriez, ce sur quoi vous pourriez vous mettre d'accord, au moins sur ce que vous pourriez demander à votre adolescent, pour pouvoir un peu partager. Après, je crois que pour respecter aussi le fait que on n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas les mêmes manières de transmettre les choses. Après, l'idée, c'est pas forcément de... Ce qui serait embêtant, c'est si l'adolescent, il entend deux demandes contradictoires. À partir du moment où elles sont formulées différemment, moi, je suis à cœur de penser que les adolescents s'adaptent. Voilà. On est différents, un père, une mère, ça arrive des individus différents. Après, l'idée, c'est, voilà, au moins pas contradictoire. S'il y en a qui disent qu'il faut faire des choses et l'autre rien, ça va être compliqué. D'accord ? Mais voilà, il y en a peut-être un qui dira certaines choses, l'autre, bon, il y a un moment donné, est-ce que ça ne fait pas trop, est-ce qu'on ne se met pas d'accord sur, déjà nous, qu'est-ce qu'on peut lui demander, pour qu'on valide, et puis ensuite, après la manière, ça dépend, n'inquiétez pas. De toute façon, c'est aussi l'amener aussi à s'enrichir de ce qu'il va avoir plus tard. Hein. Quand ils sont en cours, ils ont à peu près 10 enseignants différents, ils ne vont pas tous s'adresser à eux de la même manière, ils ne vont pas tous... c'est aussi, voilà, il y a des gens qui le disent de manière un peu plus cash. Bon, est-ce que c'est grave pour autant? Bon, il a l'air d'être convaincu, il a une manière de le dire, bon, ça lui appartient. Moi, comment je vais pouvoir répondre en tout cas à sa demande? Après, peut-être aussi... Moi, quand je dis la communication et le dialogue, c'est pas... ça ne veut pas dire que vous acceptez tout et que vous ne posez pas votre cadre. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est que dans la communication, à partir du moment où il y a eu un échange, petit à petit, l'adolescent va finalement adhérer un peu à ce que vous lui proposez. Et lui-même va peut-être même trouver des solutions auxquelles vous n'aviez peut-être pas imaginé aussi. Et ça, je trouve intéressant aussi. Dans l'idée d'échange, c'est pas... Alors, c'est vrai, hein, certains ont l'impression que du coup, on a un peu perdu la face devant l'adolescent. Bon, alors, si on pense comme ça, effectivement, il ne faut pas fonctionner comme ça. Mais souvent, ils ont des idées sur lesquelles c'est pas inintéressant. Et puis, n'oubliez pas, c'était quoi votre besoin? Est-ce que c'était votre besoin, c'était qu'ils mettent le couvert ou qu'ils participent aux tâches? Alors, oui, parce que en fait, ça, c'est l'affect qu'on y met. Mais regardez ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est aussi très lié, alors à la fois le relationnel qu'il a avec cet enseignant, par exemple, et puis aussi au sentiment de compétence que lui renvoie aussi cet enseignant. La manière dont on s'adresse à l'adolescent, effectivement, s'il s'entend bien, c'est qu'en tout cas, il a eu des paroles valorisantes, donc il a envie de continuer. Donc souvent, effectivement, on est moins valorisé quand on réussit moins. Bon. Donc c'est toute la difficulté. Donc effectivement, comme on a moins le sentiment de compétence, comme on a ce besoin-là, on va être beaucoup plus enjoué à travailler telle ou telle matière ou à faire telle ou telle activité si ça se passe bien. Là, c'est pareil, on a parlé beaucoup de la participation des adolescents aux tâches quotidiennes, mais est-ce que c'est un dû ou est-ce qu'on peut les remercier? Voilà. Merci à vous.